L'ouverture. Campagne environnante. À l'une des issues de la capitale se présente un cavalier. C'est un nègre voûté, de petite taille, 5 pieds 1 pouce. Il est mince, les jambes et les cuisses sont déliées, les bras longs et musclés. Ses yeux sont grands, de couleur marron. Les pommettes sont très proéminentes, mais si le nez est épaté, il est plutôt long. Sa bouche est immense. La mâchoire supérieure a perdu toutes ses dents, tandis que l'inférieure, très avancée, est garnie de dents longues et saillantes. Les joues sont creuses. Tel qu'il se présente, cet homme, plus noir que la plupart des noirs, descendant authentique des plus puissants rois d'Afrique, passe pour être l'esclave le plus laid de la partie nord de Saint-Domingue. Hé, Toussaint, où conduis-tu ce cheval? Je vais le faire ferrer. Tu peux pas saluer les hommes libres, pas de rabaton? Chien d'esclave, nègre Congo, excuse-toi immédiatement ou je cravache ta gueule de zombie. Je ne salue que mes maîtres. Maréchal Ferrand, le comte de Noé m'envoie vers vous. Ce cheval boite un peu. Voyez ce que vous pouvez faire. Oh, Congo, tu viens de Brévard? Tu remercieras ton maître pour les amitiés que tu me portes, hein? Et puis tu le féliciteras aussi pour la magnificence de ses bêtes. Et pour cette belle bête que je vais monter tout à l'heure. Monter le cheval du comte de Noé, monsieur? Jamais! Ouais! C'est ainsi que Toussaint se vengea de ce prétentieux maréchal Ferrand, dont l'attitude traduisait la morgue de toutes les classes privilégiées de Saint-Domingue à l'égard des esclaves noirs, attitude qui n'allait pas tarder à se modifier puisque les échos de la Révolution française et de la prise de la Bastille parvenaient déjà dans la colonie de Saint-Domingue. En effet, par suite des graves dissensions survenues entre les différentes classes de Saint-Domingue et encouragées par les idées égalitaires de la Révolution de 1789, une grande insurrection éclata à Saint-Domingue le 22 août 1791. Les esclaves de l'habitation Turpin, sous la conduite de Boukman, organisent la cérémonie du bois caïman et donnent le signal de départ de leur grande tuerie caractéristique de cet événement. Le feu est mis au canet, les riches habitations, orgueil de plusieurs générations de planteurs, flambent haut le ciel. La ville du Cap n'apprend le désastre que par l'horizon embrasé et les cris de désespoir des rescapés qui affluent à ses portes. En 3 jours, le tiers de la province du Nord n'est plus qu'un monceau de cendres. Pourtant, sur l'habitation Breda du haut du Cap, quelqu'un veille encore. C'est Toussaint. Des 400 esclaves du comte de Noé, il est le seul à avoir gardé la tête froide. Il ne ralliera pas les esclaves de la plaine. La partie n'est pas encore gagnée. La France peut encore lancer des troupes dans la colonie pour mater les rebelles. Et puis, des puissances étrangères peuvent aussi se ruer à l'assaut du pays. Non, il a un autre plan. Toussaint harnache la splendide jument blanche, embrasse sa femme et se dirige vers l'est. Il se rend chez les Espagnols. Dieu! Où vas-tu? Où as-tu trouvé ce cheval? Je suis Toussaint Breda. Ce cheval m'appartient. J'ai vu naître le grand-père de sa grand-mère. Je veux voir Jean-François Ebiassou. Tu es trop familier, l'ami. Nos généraux entendent qu'on ne leur vote pas leur grade. Retiens cela. Quant à la jument blanche, elle sera mieux accueillie qu'un fatra bâton de ton espèce. Ne fais pas le nègre. On te conduira par la corde. Attends ici, Mago.
Avance ici, Fatrabaton. Encore un de ces sales espions dont nous infestent les ennemis de notre race. Parle vite et parle bien, sinon, Caratezo. On m'appelle Toussaint Bréda. Et à part garder les chevaux d'un maître qui peut-être n'existe plus, Dieu, mon parrain, et les ancêtres de l'Afrique m'ont enseigné l'art de guérir les corps. Ouais. Ainsi, tu te dis médecin? Je le suis, mon général. Cette plaie, pour laquelle vous maudissez tous les sorciers de votre camp, je peux vous la guérir dans 3 jours. Dans 3 jours? Dans 3 jours, mon général. Dans 3 jours. Soit. Fais-le. Si tu peux, si tu réussis, je te nomme médecin des armées de Sa Majesté royale d'Espagne. Si tu réussis, tous les souverains d'Europe et Don Joacino lui-même te sont reconnaissants d'avoir sauvé leur général afin qu'il puisse poursuivre sa bataille. Sitôt dit, sitôt fait. Toussaint guérit Biassou en 48 heures et fut nommé médecin des armées du roi d'Espagne. À présent, tous les Noirs savaient qui était le centaure des savanes, car Jean-François Ibiassou, peu soucieux de voir Fatrabaton acquérir une trop grosse influence sur les soldats de leurs armées de par sa qualité de médecin, s'était hâté de le nommer colonel et de l'exposer au feu à la moindre occasion. Pour lors, le nouveau colonel n'avait pas manqué une occasion de fréquenter les officiers espagnols de Santo Domingo et de se renseigner sur la chose militaire. Le régiment de Toussaint fut bientôt capable d'une tenue décente au repos ou en campagne. Tout d'abord, Jean-François et Biassou ne prirent pas ombrage de cette transformation d'une troupe anarchique en une véritable formation militaire. Ils ne savaient pas. En revanche, les troupes blanches apprirent à redouter ces attaques meurtrières, ces retraites aussi redoutables et, précisément, sa mobilité. Pendant ce temps, du côté français, c'est le découragement total. Lavaux, coincé au Cap français, écrit au directoire son affreuse situation. Depuis plus de 6 mois, nous sommes réduits, officiers et soldats, à 6 onces de pain par jour. Mais depuis le 13 de ce mois, qui que ce soit n'en a, excepté les malades à l'hôpital. Si nous avions de la poudre, nous serions consolés de tout. Notre misère est vraiment grande. Officiers et soldats éprouvent les plus grandes privations. Nous n'avons en magasin ni souliers, ni chemise, ni vêtements, ni savon, ni tabac, etc. La majorité des soldats viennent à la garde pieds nus comme les Africains. Nous n'avons seulement pas une pierre à fusil à donner aux soldats. Malgré cela, soyez bien assurés, et je vous le jure au nom de l'armée républicaine, que jamais nous ne nous rendrons, que même jamais nous ne capitulerons, que les ennemis, après nous, n'auront pas la moindre trace de port de paix. Plutôt que d'être faits prisonniers, quand tout sera détruit au port de paix par les boulets, quand nous n'aurons plus rien pour nous défendre, nous nous retirerons de morne en morne, sans cesse nous battant, jusqu'à ce que les secours de France soient arrivés. Comment t'appelles-tu? Pierre-Baptiste, mon général. Et qui es-tu? Je suis le parrain de Toussaint Bréda. Que me veux-tu? Mon général, Toussaint m'a chargé de vous dire sa conviction que si la France est éliminée de Saint-Domingue, l'esclavage y sera rétabli par les Anglais et les Espagnols. Je suis heureux d'apprendre qu'il partage mon point de vue. En outre, les dernières atrocités de Jean-François le lui ont rendu odieux. La félonie espagnole dans cette affaire l'a renforcé dans son sentiment. Qu'est-il donc arrivé?
Eh bien, mon général, à l'occasion d'une cérémonie religieuse célébrée soi-disant pour la paix et la réconciliation, les Espagnols ont lâchement massacré presque tous les Français. Mais pourquoi le colonel Toussaint ne s'est-il pas opposé à ce massacre? Pour la raison qu'il s'était trouvé à 100 km de Fort-Dauphin, mon général. Mais que me veut-il à la fin? Mon général, Toussaint vous propose de combattre pour la France à vos côtés. Si vous lui garantissez son grade de colonel, il se fait fort d'opérer avec vous sa jonction. Le malheureux perd la tête. D'abord, comment fausserait-il compagnie à Jean-François et les Espagnols? Toussaint et son régiment ont-ils des ailes pour survoler l'armée anglo-espagnole? Passera-t-il sur le ventre des Espagnols qui m'encerclent à 7 km de profondeur? Mon général, Toussaint fera ce qu'il a dit. À vous de répondre maintenant. Écoute, vieillard crédule. Tu diras à ton neveu que s'il parvient jusqu'à moi avec son régiment, je prends séant l'engagement d'honneur de le nommer général de l'armée de France 10 minutes après lui avoir serré la main. Merci, mon général. Merci. Mon neveu n'en demandait pas tant. Ce matin-là, Toussaint se confessa durant 1 heure, entendit la messe et reçut les sacrements avec un recueillement extraordinaire. Il partit de la Marmelade avec un gros de noir à sa dévotion, massacra tous les Espagnols qui se trouvaient sur son passage et marcha sur le ventre de tous les postes qui ne voulurent pas se rallier à lui. Quant aux troupes espagnoles qui assiégeaient Lavaux, elles furent obligées de se plier. Lorsque le centaure des savanes se présenta devant Port-de-Paix, Lavaux et ses officiers, frappés de stupeur, n'avaient pas encore esquissé un geste. Toussaint, laissant le gros de ses troupes pour achever la déroute ibérique, s'avança à pied vers le gouverneur. Général, je suis à vos ordres. Toussaint, je ne le crois pas. Vous et moi dans la ville du Cap. Laissez-moi vous regarder. Je suis content de vous voir. Mon général, je vous félicite de cet exploit que sous nos propres yeux, vous et votre intrépide armée venez de réaliser. Vous êtes trop bon, mon général. C'est le régiment dont vous parlez qui a tout fait. Ces 4000 hommes dans votre cour vous appartiennent. C'est là un grand moment de notre rencontre, général. Mais nous devons être réalistes. Nos magasins sont vides. La flotte anglaise resserre son blocus. Les renforts n'arrivent plus. Nous voilà donc tenus d'attaquer, mon général. L'ennemi nous approvisionnera en vivres et en munitions. J'ai eu hier 10 000 têtes de cabris sur les terres de l'Anglais. Je vous les fais tenir. Je suppose que vos hôpitaux en auront besoin. Je suis heureux que pour votre peuple, il existe un homme comme vous. Pensez cependant que vos frères peuvent encore croire à l'autorité du roi d'Espagne. L'idée de la République est neuve, et donc fragile. L'idée de la République ne saurait être fragile pour ceux-là qui en saisissent le sens et la portée. Je me promets de faire comprendre à mes frères la signification du mot République. Lavaux et Toussaint furent ovationnés par le peuple. Dans une lettre au directoire, le gouverneur écrivait que Toussaint était le sauveur des Blancs et le vengeur des autorités constituées, que la France devait être informée des qualités de ce héros. Le gouverneur spécifiait dans son rapport à ses chefs que désormais, il ne ferait rien que de concert avec lui et par ses conseils. De son propre mouvement, Lavaux portait le coup de grâce à l'autorité de la métropole et au crédit des Blancs dans la colonie. Le pouvoir noir était né. Ayant éliminé tous ses rivaux et devenu général de division après l'arrivée de Sonthonax, Toussaint voulut s'affirmer par de nouvelles conquêtes militaires. C'est ainsi qu'il en vint à rencontrer le brigadier général anglais Maitland.
L'honorable brigadier général Metlin. Cher Général Toussaint. Asseyez-vous, général Metlin. Merci. En vous consentant la reddition du mot Saint-Nicolas, ce Gibraltar des Antilles, le gouvernement de Sa Majesté britannique entend reconnaître votre seule et absolue autorité sur ce pays. Je vois, monsieur le général. N'ayant pas pu me vaincre par les armes, vous essayez de m'égarer dans vos subtils détours. Ainsi, vous espérez m'opposer aux Français. Oh, Général, oh, les paroles dépassent votre pensée. Ne cherchons plus avant, monsieur le général. Que me proposez-vous? Vraiment, je suis pris de court. Vos méthodes sont rapides. Vous estimez que je ne suis pas assez diplomate? Bien entendu, la franchise prévaut sur les formes. Voyons, l'Angleterre renonce à toutes ses intentions sur tous les territoires de Saint-Domingue. Mais n'oubliez pas, nous tenons la mer. Nous vous affamerions. Sa Majesté, fidèle à sa politique d'assistance, vous fait une proposition honorable. Honorable? Et en quoi consiste cet honneur, monsieur le brigadier général? Cher Général Toussaint, Sa Majesté est résolue à soutenir vos droits à l'Empire de Saint-Domingue. Je suis venu vous faire la proposition d'une couronne royale, don de notre souverain. Une escadre anglaise viendra mouiller dans vos ports pour sauvegarder votre royaume. Le centaure se cabra. Il n'en demandait pas tant. Là-dessus, l'agent du directoire, Hédouville, débarqua à Saint-Domingue. En posant les pieds sur la terre de Saint-Domingue, le général Hédouville avait commis 2 erreurs. La première fut d'arriver avec 4 petits bâtiments au lieu d'une flotte. La deuxième fut de débarquer à Santo Domingo au lieu de débarquer au Cap Français, capitale administrative, politique et militaire de la colonie. C'était une marque de défiance envers le gouverneur général en chef, une prise de position qui permit à Toussaint de le maintenir à distance lors de leur rencontre. Saint-Domingue est vraiment un pays de rêve. Comme vous devez être fiers et heureux d'y appartenir, de vivre dans cette vigoureuse nature. Hélas, en France, nous ignorons tout des merveilles de notre colonie. Mais cela s'explique. La France est si belle. Ça va, monsieur le commissaire. J'ai bien compris. Vous m'invitez à visiter votre beau pays? Eh bien, j'irai en France. Oui, j'irai en France. Quand cet arbrisseau pourra faire un vaisseau. Mais la France retentit du cri de vos armes. Votre nom à Paris vole de bouche en bouche. Les gazettes, les salons ne tarissent pas d'éloges sur vos mérites. On ne demande qu'à vous acclamer. Pourquoi priver d'une si douce chose le peuple de France auquel vous êtes si chèrement attaché? Ah, combien chaudement vous seriez fêté. Mon navire est à votre disposition. J'attends
votre bon plaisir. Votre navire. Votre navire n'est pas assez grand pour moi. Et c'est ainsi que débuta le conflit Toussaint-Hédouville, qui ne cessa qu'avec le départ de ce dernier pour la métropole, non sans avoir soulevé des milliers de mécontents de couleur contre le centaure des savanes. Les Noirs, sous la conduite de Toussaint, triomphaient de tous leurs ennemis. Toutefois, les hostilités n'étaient pas terminées. Hédouville et ses complices eurent vite fait de convaincre le Directoire d'envoyer une expédition à Saint-Domingue. Dessalines, tout en luttant aux côtés de Toussaint, pressant le danger. Aucune menace. Je sens les bateaux qui arrivent. Je les sens. Je les vois avant qu'ils ne dépassent l'horizon. Tu crains les bateaux de Bonaparte? Vous protégez les colons. Mais pour eux, vous êtes l'égorgeur des Blancs. Vous traitez avec les consuls. Et le premier d'entre eux rassemble dans les ports de France une flotte pour vous attaquer. Il vous écrit que vous êtes l'un des citoyens de la plus grande nation au monde. Pourtant, nos ordonnances sont déjà signées pour notre fin à tous. Ils reviendront. Ils reviendront avant que leurs enfants consentent à l'égalité générale. Combien de crimes, combien de trahisons parmi nous. Une flotte, une armée. Nous délivrerions nos frères d'Afrique. C'est mon rêve. Pense à ce grand pays des deux côtés de l'océan, comme les deux plateaux d'une balance, pour le droit et la justice. Ah, si la Révolution avait triomphé, Robespierre nous aurait aidés. Pense à tout cela. Et l'Afrique libre, et Saint-Domingue sans péril. Ne comptant que sur notre force. Ne te prends pas dans leurs grands mots. La première guerre contre les colons et les Anglais, pour la liberté. La seconde contre Rigaud, pour l'unité. La troisième contre les Espagnols, pour ma sécurité. Voilà ma vie. Et la quatrième contre Bonaparte pour accomplir ta destinée. Car, en effet, cette guerre contre Bonaparte devenait de plus en plus inévitable. Les deux fils que Toussaint avait expédiés en France comme preuve de sa bonne foi lui étaient revenus accompagnés de l'abbé Coinon, l'émissaire de Bonaparte. Vous avez vu le premier concile? Nous l'avons vu, il y a de cela 4 mois. 4 mois? Et c'est maintenant que l'on me remet cette lettre? Le bateau qui devait nous amener est parti de Brest le dernier. Et pourquoi? Nous l'ignorons. Sans doute il est arrivé le dernier. Cependant, vous auriez pu descendre à bord avec tout le monde, et même avant, puisque le premier consul et le général Leclerc avaient déclaré cette lettre d'une urgence spéciale. Pourquoi? Au cap Samana, un violent courant s'est emparé de notre bateau, l'entraînant au large. Nous avons dû louvoyer. Décidément, les vents du cap Samana sont d'une malice diplomatique. D'une flotte innombrable, ils isolent le bateau qui précisément devait atterrir le premier, avec mes enfants, et des propositions de paix. Pendant ce temps, la guerre éclate, malgré mes recommandations. Le général Leclerc s'en lave les mains. Ce sont les nègres qui sont désobéissants. Ce sont les nègres qui font tout le mal qu'il faut. Eh bien, je vous le déclare, Leclerc, même s'il gagne sa guerre, perdra la colonie. De toute façon, c'est la France qui perdra. Calmez-vous de grâce. Prenez au moins connaissance de ce document.
Le premier des Blancs écrit à Toussaint Bréda, Sacrabaton. Nous avons conçu pour vous de l'estime et nous nous plaisons à reconnaître et à proclamer les grands services que vous avez rendus au peuple français. Si son pavillon flotte à Saint-Domingue, c'est à vous et aux braves noirs qu'il le doit. Une conduite contraire serait inconciliable avec l'idée que nous avons conçue de vous. Elle vous ferait perdre vos droits nombreux à la reconnaissance de la République et creuserait sous vous un précipice qui, en vous engloutissant, pourrait contribuer au malheur de ces braves noirs dont nous nous verrions avec peine obligés de punir la rébellion. Assisté de vos conseils, de votre influence et de votre talent de capitaine général, que pouvez-vous désirer? La liberté des Noirs? Vous savez que dans tous les pays où nous avons été, nous l'avons donnée aux peuples qui ne l'avaient pas. De la considération, des honneurs, de la fortune. Ce n'est pas après les services que vous avez rendus que vous pourrez rendre encore en cette circonstance, avec les sentiments particuliers que nous avons pour vous, que vous devez être incertain sur votre fortune et les honneurs qui vous attendent. Et vous, général, songez que si vous êtes le premier de votre couleur qui soit arrivé à une si grande puissance et qui se soit distingué par sa bravoure et ses talents militaires, vous êtes aussi devant Dieu et nous, le principal responsable de leur conduite. Signé Bonaparte. Le capitaine général vous donne 4 jours. 4 jours? Or ça, monsieur l'abbé, me prenez-vous pour un de vos catéchumènes? Ou pour l'enfant de troupe du brigadier général Leclerc? 4 jours. Il m'a fait attendre pendant 4 mois lunaires. Il a promené la guerre et la dévastation dans mon pays par le fer et par le feu. Depuis 1 mois. Et il me donne 4 jours. Allez, les jeux sont faits. Le général Leclerc se mordira le poing au sang devant le tableau des désastres accumulés par son insolence et son arrogance. J'ai donné un pays à la France. Un pays prospère que l'univers nous envie. Et l'on m'envoie un toque-bé cervelé pour me donner des leçons. Et l'on m'envoie un abbé dont les pareils me baisent la main avec soumission avant de me céder leur place en chair. Et il me donne 4 jours. On m'envoie mes enfants pour me boucher les yeux. Enfin, on me donne 4 jours. Vous pouvez partir. Les jeux sont faits. Je n'ai pas à choisir. Leclerc a déjà choisi. Il a choisi la guerre. Et vous? Rien au monde, père, ne me fera m'éloigner de toi. Je combattrai à tes côtés. Je suis navré, père. Mais, étant donné les circonstances, je suis obligé de me battre aux côtés du général Leclerc. J'espère que vous comprendrez. Je ne t'en veux pas, mon enfant. La vie nous joue parfois de ses vilains tours. Tu auras un sauf-conduit pour aller au camp de ton choix. Quant à toi, Placide, je te nomme commandant de la 2e demi-brigade. Tu commanderas à mes côtés. Je suis fier de toi. La guerre contre Leclerc et l'armée napoléonienne, commencée depuis longtemps déjà, prend son allure officielle.
Rien n'est négligé pour coincer l'invincible Toussaint. Les guet-apens se multiplient, les décrets foisonnent, les soldats se déguisent en moines et les moines en soldats. Toussaint échappe de justesse à la capture de la Crète à Pierrot. La fin du règne approche. Le centaure feint le repentir. Pendant un mois, il va faire des efforts surhumains. Il fait face à toutes les divisions françaises, toujours alimentées en troupes fraîchement débarquées, trompant les unes, battant les autres. Ah, si Christophe et Dessalines n'avaient pas failli. Mais il est seul devant la défaite et devant Leclerc qu'il accepte finalement de rencontrer. C'est un général rendu et résigné qui rencontre Leclerc au Cap. Je suis content. Moi aussi. Et pourquoi donc? Parce que vous êtes content. Et que j'ai 67 ans. Je ne comprends pas. C'est simple. Je pense à Saint-Domingue. Et je suis heureux de savoir que désormais, son destin est entre vos mains. Vous me comblez. Mais vous aurez été, vous aussi, un vaillant combattant. À chacun son heure, brigadier général. Mais vous parlez de moi déjà au passé. Les grands hommes ne sont d'aucun temps et d'aucun pays, général. Et leur bravoure perdure. Serais-je déjà parti? Général, en renouvelant votre allégeance à la mère patrie, vous avez acquis des mérites que toute vaine opiniâtreté ne saurait jamais vous valoir. Je considère avec le plus vif intérêt que vous soyez revenu sur les aléas du passé pour consacrer vos talents au bonheur de la métropole et à la prospérité de la colonie de Saint-Domingue. Cependant, je n'ai pas l'intention de rester général sous les ordres d'un général en chef. Pas plus que je n'ai l'intention d'être gouverneur si je dois être coiffé par un gouverneur général. Nous avons vécu une merveilleuse épopée. Maintenant, je suis vieux et vaincu. Le poids de la mort s'est infiltré dans mes veines. Je remercie tous mes frères d'armes qui m'ont suivi à travers près de 300 batailles. Ils ont combattu pour le pays. Et le pays survivra. Et la liberté aussi. Et c'est ainsi que pendant un mois, retiré sur sa petite propriété des Gonaïves, ayant renoncé à ses autres résidences, vivant en la seule compagnie de sa femme, de son vieux parrain Simon-Baptiste et de son fidèle domestique Mars Plaisir, Toussaint Louverture mena l'existence d'un Cincinnatus vaincu. Mais les Français ne partageaient pas cette opinion. Un beau matin, c'est bien ici la maison du général Toussaint? Oui, monsieur, c'est bien ici. Tenez pour le général.
Le général Brunet au général Toussaint. Voici le moment, citoyen général, de faire connaître d'une manière incontestable au général en chef que ceux qui peuvent se tromper sur votre bonne foi sont de malheureux calomniateurs. Il faut me seconder. Nous avons, mon général, des arrangements à prendre qu'il est impossible de traiter par lettre, mais qu'une conférence d'1 heure terminerait. Si je n'étais pas excédé de travail, de tracas minutieux, j'aurais été aujourd'hui le porteur de ma réponse. Mais ne pouvant sortir ces jours-ci, faites-le vous-même. Si vous êtes rétabli de votre indisposition, que ce soit aujourd'hui même, quand il s'agit de faire le bien, on ne doit jamais retarder. Vous ne trouverez pas dans mon habitation champêtre tous les agréments que j'eusse désiré réunir pour vous y recevoir. Mais vous y trouverez la franchise d'un galant homme qui ne fait d'autre vœu que pour la prospérité de la colonie et votre bonheur personnel. Si Madame Toussaint, dont je désire infiniment faire la connaissance, voulait être du voyage, je serais content. Si elle a besoin de chevaux, je lui enverrai les miens. Je vous le répète, général, jamais vous ne trouverez d'amis plus sincères que moi. De la confiance dans le capitaine général, de l'amitié pour tout ce qui lui est subordonné, et vous jouirez de la tranquillité. Je vous salue cordialement. Brunet. N'y va pas, Toussaint. C'est un guet-apens. Cette lettre est trop mielleuse pour être sincère. Tu vois le mal partout. Que pourrait me vouloir Brunet de mal? Dis à Mars de sceller mon cheval. Je pars à l'instant. Mars, fais sceller le cheval du général. Ne serait-il pas mieux de te faire accompagner? J'irai seul, madame. Oh, mon ami, fais bien attention. Sois sans inquiétude. Je vous attendais en bas. Mais lorsque je vous ai vu venir jusqu'ici, j'ai préféré venir à votre rencontre. Vous voulez me parler? Mais à qui ai-je l'honneur? Peu importe le nom, le temps presse. Je viens à mes risques et périls. Vous êtes épiés partout. Vous l'avez été tout au long de votre voyage. Je viens vous prévenir qu'on vous arrêtera chez le général Brunet. Qu'est-ce que vous en savez? J'y étais il y a 1 heure à peine. Croyez-moi, rebroussez chemin. Cachez-vous. Le général Leclerc a donné l'ordre de vous arrêter et de vous déporter en France. Baliverne, jeune homme. Mon ami le général Leclerc a juré devant Dieu et devant les hommes, les siens et les miens, de toujours respecter l'accord qu'il a passé avec le général Toussaint Louverture. Vous savez cela certainement. Oui, oui, je le sais. Mais les temps sont révolus. Fuyez, fuyez vite. Ah, mon Dieu, comment vous le dire? N'avez-vous jamais, comment dirais-je, jamais négligé un traité?
Jeune homme, vous êtes un impertinent. Et je vais vous châtier. Oh, Madame des Dunes. Excusez-moi, chère madame. Alors, vous rebroussez chemin. Je ne le pourrai pas. Pour moi, ce serait un acte de lâcheté. Et je ne pourrai emporter ce souvenir le soir de ma vie. Je vous remercie vraiment pour cette démarche. Et quoi qu'il advienne, je ne l'oublierai jamais. Général, je suis infiniment heureux que vous ayez répondu à mon invitation. Entrez donc. Remettez-vous-en. Ramassez-la vous-même. Dans un sombre cachot du fort de Joux, en France, languissait un vieux noir qu'admira l'univers. Trahi par des Français jaloux de sa vaillance, le noir fut dans ce fort jeté les pieds au fer. Méprisant d'un consul l'atroce barbarie, il répéta toujours « Je meurs pour mon pays ». Mais une nuit, pensant au ciel de la patrie, à sa femme, à ses fils, à ses champs de maïs, le guerrier s'écria dans un accent sincère « Oh mon pays, mon cœur a de doux souvenirs, ne peut gémir encore sur la terre étrangère. La voûte du cachot entend trop mes soupirs. Le général français qui fait la guerre au monde, de son prisonnier noir, connaît-il les tourments? Hélas, il m'a jeté dans cette fosse immonde. Bonaparte, rends-moi ma femme et mes enfants. » Descends, Napoléon, descends de ta puissance. À travers le guichet du cachot du vieux noir, viens écouter sa voix où parle l'innocence, sa voix qui fait pleurer le cœur quand vient le soir. Viens voir sur ce grabat tout humide de larmes, un martyr qui se plaint de tes bras triomphants, un guerrier africain dont tu craignais les armes. Ô Bonaparte, un jour, à ton chevet sans doute, des yeux comme les miens verront grandir deux fils. Alors, quand le destin de son bras qu'on redoute, d'un coup, aura détruit ton palais de rubis, d'or, de diamants, comme moi tu diras dans un accent terrible, ô vainqueur, rendez-moi ma femme et mes enfants. Le prisonnier de Joux vivra dans ta pensée. Tes regrets expirants troubleront ton sommeil. Tu l'attendras sans cesse à ton âme affaissée et demander « Mais pourquoi prives-tu du soleil, Napoléon, le noir protégeant sa patrie? Pourquoi, Napoléon? Pourquoi ?»